Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Sitting au ministère du Travail ce matin, les travailleurs réclament le paiement de certaines primes et indemnités et autres avantages. La communauté copte égyptienne a été la cible de 2 attentats ce dimanche. Ces attaques ont touché des églises de cette communauté et fait 44 morts à 3 semaines de la visite du pape François. Et puis une centaine de journalistes et leur soutien manifestaient ce dimanche à Istanbul contre la détention du journaliste turc Ahmet Sik. Il est détenu depuis 100 jours pour propagande terroriste. Bienvenue dans ce journal. Des travailleurs du ministère de la fonction publique tenaient ce lundi matin un sit-in au sein de leur ministère. Ils ont exprimé leur mécontentement à l'endroit du gouvernement, mécontentement dû au non-paiement de certaines primes et indemnités, mais aussi à d'autres avantages. Fréjus Serlan et Demini Marouya pour le reportage. Une fronde sociale tôt ce lundi 10 avril 2017 au ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales. C'est par ce sit-in que les travailleurs de ce ministère, réunis au sein de plusieurs syndicats, ont exprimé leur mécontentement à l'endroit du gouvernement. Hugapo, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs du ministère du Travail, donne ici les raisons de leur colère. Aujourd'hui, on nous a tout coupé. Tout ce que nous avons, tout a été suspendu, annulé, les primes et indemnités des commissions et autres, tout ça. Nous nous sommes tus. Et nous avons gardé notre mal en patience pour voir jusqu'où irait ce gouvernement-là. Nos primes trimestrielles que nous devons percevoir jusqu'à l'heure où je vous parle, nous sommes déjà à terme échu au 31 mars dernier. On nous a demandé nos RIB. Nous avions fourni les RIB parce que désormais les primes seront virées dans les banques. Mais jusqu'à aujourd'hui, le personnel n'a pas eu ces primes. En dehors de ça, qu'ils vous souviennent qu'au moment où le gouvernement s'était installé, on avait demandé que tous les tickets valeurs soient retirés aux agents, quitte à ce qu'on leur remplace cela. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu le retour de ces tickets valeurs qu'on nous a retirés. En dehors de ça, tous les agents de l'État aujourd'hui, depuis 2011, il y a un reliquat de 5% qu'on nous doit sur l'indice des salaires. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas payé. Fort de tout ça, et vu les conditions de travail des agents aujourd'hui, nous nous sommes dit, trop, c'est trop, ça suffit. Et quand on n'arrête pas, c'est que nous risquons de nous voir, c'est-à-dire complètement exterminés. Ces travailleurs ont aussi des griefs contre la Caisse nationale de la sécurité sociale, CNSS. Hugapo explique. Et la suspension de la note de service prise par la CNSS pour demander de ne plus payer les prestations familiales, les allocations familiales aux agents contractuels de l'État. Autant de raisons qui justifient ce mouvement et les manifestants n'entendent pas s'en arrêter là. Oui, après ce sitting, nous allons accorder un moratoire, c'est-à-dire aux autorités, un moratoire de 2 semaines aux autorités. Après ce moratoire, lorsque aucune avancée n'est constatée dans la résolution des problèmes, nous irons en Assemblée générale et l'Assemblée générale souveraine décidera, c'est-à-dire de ce qui se passera. Comme quoi, ce sitting tient lieu d'un avertissement au gouvernement. Le Parlement a ouvert ce lundi sa première session ordinaire de l'année 2017 en présence des présidents de la plupart des institutions de la République et des membres du gouvernement. Le président Adrien Béji a donc lancé les travaux de cette session parlementaire au Palais des gouverneurs, non sans revenir sur le dernier événement en date relatif à la vie parlementaire, le rejet du projet de révision de la Constitution intervenu dans une atmosphère qu'il a comparée à un appel au lynchage. Il a félicité ses collègues pour leur conduite au cours de ce vote et appelé à poursuivre l'œuvre d'accompagnement du programme d'action du gouvernement et du contrôle de l'action gouvernementale.
En bref, toujours le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est ouvert ce lundi. Ce sommet réunit les dirigeants des 8 pays de cette zone économique, dont le président Patrice Talon, qui s'est envolé ce jour pour Abidjan, où aura lieu cette rencontre. Dans la capitale économique ivoirienne, ils vont évoquer la situation économique et financière de l'UEMOA, les questions liées à la rationalisation des organes de l'Union dans le sens du renforcement du processus d'intégration ainsi que des aspects politiques, selon un communiqué de la présidence ivoirienne. Les sujets relatifs à la lutte contre le terrorisme devraient aussi être objet de débat. Ce dimanche était celui des rameaux et de la Passion du Christ, étape importante pour l'Église catholique qui, par la célébration de ce dimanche des rameaux, entre dans la Semaine Sainte et qui s'achèvera par la fête pascale. Cette fête, vous le savez, intervient dans la période pascale, période au cours de laquelle l'Église insiste sur la nécessité, pour ses fidèles de faire la confession pascale. Pourquoi le sacrement de réconciliation est-il si important durant ce temps chrétien? Écoutez les explications du Père André Aniou. Ce sont des propos recueillis par Samson Oké et Denis Marouya. Si nous nous référons à ce que Jésus lui-même a dit, parce qu'il le sait bien, il y a ce qu'on appelle le pouvoir des clés, c'est un gros mot. Le pouvoir des clés, c'est le pouvoir donné à Saint Pierre de dire que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors à partir de ce moment, les apôtres ont commencé déjà par la première communauté chrétienne à donner ce sacrement aux fidèles. La confession était générale au départ. Au départ, était générale, c'est-à-dire les fidèles, quand ils commettent des péchés, ils se mettent ensemble pour se réconcilier. Et la confidence n'étant plus tellement gardée, et eu égard à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la référence de Jésus à Pierre, cette référence qui est en même temps accordée à tous les apôtres. Le pouvoir des clés de remettre le péché, ce pouvoir, les apôtres l'ont perpétué jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, d'où l'importance de cette confession, c'est-à-dire parler de ce qui fait le poids de nos vies, de ce qui fait la rupture de la relation que nous avons avec le Christ, ce qui nous barre la route à cette réconciliation entre Dieu et nous. Il faut aller vers un pasteur, c'est-à-dire le prêtre qui a reçu ce pouvoir depuis la succession des apôtres jusqu'à nous et qui donne ce sacrement désormais aux chrétiens. Donc vous comprenez que ce sacrement doit être reçu normalement de façon perpétuelle, puisque la condition humaine fait que nous tombons souvent. Le Concile Vatican II a demandé aux chrétiens, avant le Concile Vatican II, demander aux chrétiens de se confesser au moins, donc j'insiste bien sur le au moins là, au moins une fois l'an. Donc, minaso guamiton clé yagonole azoroko vovo vovo. Donc autrement dit, quand on dit au moins, ça veut dire que vous devrez vous confesser souvent. Alors donc c'est ce qui fait que pendant cette période qui constitue la charnière de notre vie chrétienne, la période où Jésus a souffert pour nous, nous y sommes, la préparation de ce grand temps qu'on appelle le temps pascal, où Jésus qui a subi sa passion va ressusciter par la grâce du Père pour nous, pour préparer ce grand événement. L'Église demande à tous les chrétiens de se confesser. Et c'est primordial. Renouer la vie, abandonner la vie laissée, la vie, brisée, cette vie brisée, cette vie de sacrement brisée par nos péchés, renouer cette vie avec le Christ. Et c'est ça la confession pascale. L'actualité hors du Bénin, c'est un dimanche des rameaux ensanglantés et endeuillés qu'a vécu la communauté copte et d'Égypte. Elle a été visée par des attentats revendiqués par le groupe État islamique. Reportage. L'attentat d'Alexandrie, la grande ville du nord du pays, a été perpétré par un kamikaze équipé d'une ceinture explosive qui a tenté de pénétrer dans l'église Saint-Marc
où se trouvait le pape copte orthodoxe Tawadros II, à l'occasion de la fête des rameaux. Des policiers l'en ont empêché et il s'est alors fait exploser selon le ministère de l'Intérieur. Le premier attentat a eu lieu peu avant 10 heures, en pleine célébration des rameaux, dans l'église Mahirgis Saint-Josse de Tanta, une grande ville située à une centaine de kilomètres du Caire, dans le delta du Nil. Quelques heures plus tard, une autre explosion a eu lieu à l'église Makos Saint-Marc à Alexandrie, faisant 11 morts et 35 blessés. À Tanta, des images diffusées par la chaîne de télévision privée Extra News ont montré le sol et les murs blancs de l'église couverts de sang, ainsi que des bancs en bois détruits. Après avoir inspecté les lieux, la police a établi un cordon de sécurité devant lequel plusieurs personnes étaient rassemblées pour crier leur colère. Ces attentats interviennent 19 jours avant une visite du pape François prévue pour les 28 et 29 avril en Égypte. Le souverain pontife a aussitôt réagi, exprimant ses sincères condoléances au pape copte orthodoxe Tawadros II et à toute la nation égyptienne. Conséquence immédiate de ces attentats, l'instauration par le président égyptien de l'état d'urgence, Abdel Fattah al-Sisi, a fait sa déclaration solennelle à la télévision. Mais sa mesure doit être approuvée par le Parlement. Attentat également ce dimanche en Somalie, c'est le nouveau chef de l'armée qui en était la cible, mais il s'en est sorti sain et sauf contrairement à des passagers d'un bus. L'attaque est l'œuvre d'un kamikaze au volant d'une voiture bourrée d'explosifs qui a foncé dimanche à la mi-journée sur le convoi escortant Mohamed Jama Irfid, le nouveau chef de l'armée somalienne, nommé à son poste jeudi par le président Mohamed Abdullahi Mohamed. Le chef de l'armée a échappé sain et sauf à cette attaque, mais l'attentat a fait des victimes dans le rang des passagers d'un bus dont le moyen de transport passait à proximité du lieu de l'explosion. Selon certaines sources, dont un vidéaste de l'AFP, cette explosion a engendré la mort de 5 personnes. Le bilan serait plus lourd à en croire certains témoins de l'attentat. Cette attaque ciblée contre le nouveau commandant en chef de l'armée somalienne sonne comme la réponse des Chebab affiliés à Al-Qaïda au discours martial tenu cette semaine par le président Mohamed à l'occasion d'une série de nominations à la tête de l'armée, de la police et des services de renseignement. Les Chebab qui ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien soutenu à bout de bras par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, ont menacé à la mi-février de mener une guerre sans merci contre le nouveau président. Confrontés à la puissance de feu de l'AMISOM déployée en 2007, les Chebab ont été chassés de Mogadiscio en août 2011. Ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides jusque dans la capitale. En Turquie, plusieurs manifestants, dont une centaine de journalistes, ont protesté ce dimanche à Istanbul contre la détention du journaliste turc Ahmet Sik. Il est emprisonné depuis 100 jours pour propagande terroriste. Je vous propose d'écouter les réactions recueillies à l'occasion de cette manifestation. Türkiye'de şu an 154 gazeteci cezaevinde. En Turquie, en ce moment, il y a 154 journalistes emprisonnés. Le pouvoir en place les a fait arrêter de manière illégale et selon ses envies. Et la seule raison pour laquelle ils enferment les journalistes, c'est qu'ils recherchent la vérité alors que le pouvoir veut à tout prix disséminer les réalités. Si le non l'emporte au référendum, le pouvoir sera obligé de mettre un terme à cette mascarade. Mais si le oui l'emporte, et je ne permettrai pas que ça arrive, les détentions de journalistes vont se poursuivre parce que le pouvoir voit le journaliste comme un crime.
Après le coup d'État manqué du 15 juillet dernier et la mise en place de l'état d'urgence, beaucoup de chaînes télévisées et de journaux ont été fermés. Seulement, les organes de presse proches du gouvernement ou sous le contrôle du gouvernement peuvent travailler tranquillement. Puis le Premier ministre australien est en visite en Inde. Il évoque ici les raisons de sa présence dans ce pays. Le Premier ministre Modi est en train de conduire cette nation remarquable sur la voie de la croissance et du développement. Les accomplissements de l'Inde suscitent l'admiration du monde entier. Nous autres, en Australie, souhaitons travailler ensemble de façon encore plus rapprochée que dans le passé. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce soir. Merci pour l'attention et à demain.